Salut à tous, aujourd'hui je suis super excité parce que je m'apprête à visiter l'un des endroits les plus secrets de toute l'industrie automobile. Je vais visiter le NDE, c'est le studio de design de Nissan Design Europe. Et il est exceptionnel à bien des égards, notamment sa localisation. Mais pour bien comprendre toute cette histoire, il faut revenir au début. Le premier studio de design européen de chez Nissan ouvre en 1990, dans les bâtiments du centre technique de Nissan à Cranfield. C'est un bâtiment très technique, excentré, comme on s'y attend pour un bâtiment d'ingénierie automobile, mais qui manque peut-être un peu d'inspiration pour une équipe de design. Le studio est donc relocalisé 2 ans plus tard en Allemagne, à Wolfratshausen, au sud de Munich. Puis au début des années 2000, Nissan décide qu'il leur faut un terrain plus multiculturel pour ce studio, un endroit où ils pourront vraiment avoir l'inspiration nécessaire pour dessiner le futur de la marque. C'est la ville de Londres qui est alors tout naturellement choisie. Pour le bâtiment par contre c'est plus compliqué. Ils veulent absolument un bâtiment qui fasse monument, mais qui soit spécial. Hors de question cette fois de se relocaliser dans un immeuble de bureaux ennuyeux qui va freiner la créativité des designers. Nissan pense d'abord aux Docklands de Londres, qui sont alors en pleine réhabilitation pour en faire un quartier d'affaires. Cet endroit serait idéal pour y aménager un studio design au look industriel. La marque hésite aussi avec un bâtiment proche de l'aéroport de Heathrow. Mais finalement, c'est The Rotunda qui est retenu. C'est un bâtiment construit à l'origine en 1968 par l'architecte Paul Hamilton et qui servait pour la maintenance des véhicules de la British Rail. Bien sûr, quand Nissan est arrivé sur place pour la première fois, il a fallu se projeter un peu. C'est un bâtiment à l'architecture brutaliste typique de ces années-là qui, je trouve, a beaucoup de caractère. De plus, l'emplacement est incroyable puisqu'il se trouve à côté de la gare de Paddington et juste au nord de Hyde Park. C'est dans ce bâtiment que Nissan a dessiné ses plus gros succès européens de ces dernières années, notamment le Juke et le Qashqai. Les designers ont d'ailleurs souvent souligné que le Qashqai avait été dessiné comme un crossover de ville, que le bâtiment lui-même les avait beaucoup inspirés pour le côté urbain, notamment de l'intérieur. Comme quoi l'endroit où on dessine a une vraie influence sur les véhicules finaux. Et quel endroit pour bosser! Je quitte quelques instants la Rotunda, le bâtiment incroyable de Nissan Design Europe, pour parler du concept qui est juste derrière moi. C'est un concept qui préfigure très probablement le futur de Nissan, notamment la future citadine, donc peut-être la future Nissan Micra. Ça sera sur base de Renault 5, encore une fois très probablement, il n'y a rien qui est confirmé encore, mais vu la tête de la voiture, il n'y a pas énormément de doute. On va bien évidemment parler de son design parce qu'il se passe plein de choses super intéressantes sur cette voiture. Elle est vraiment très violente, on dirait qu'elle sort tout droit d'un jeu vidéo, on a l'impression qu'elle sort de Gran Turismo, on dirait un concept car vision de Gran Turismo, quoi. Et ce concept 2023, il a été conçu, dessiné, créé au NDE de Londres. Donc on va pouvoir suivre étape par étape comment ce véhicule a été dessiné par les équipes ici à la Rotunda. Tout commence dans ce bureau. C'est ici que les designers tracent les premières lignes de leur concept. Comme on peut le voir, il n'y a pratiquement plus de papier. Tout se fait sur ces grosses tablettes graphiques. Bon, je peux pas vraiment leur jeter la pierre, je vous avoue que je bosse aussi pratiquement que sur tablette désormais. Je n'ai d'ailleurs pas pu résister à tracer quelques lignes avec un des designers Nissan. Je pense que j'aurais pu passer la journée dans cette pièce tant on s'y sent bien. Encore une fois, je trouve que l'architecture du bâtiment fait beaucoup. Ça donne une ambiance qui pousse à la créativité. D'ailleurs, le nombre réduit de bureaux aide à créer une ambiance familiale entre les designers. Ça se chamaille, ça se chambre, on sent vraiment une ambiance amicale dans ce bureau et ça fait plaisir. Pour dessiner, on va chercher l'inspiration un peu partout. Ici, on a un des designers qui collectionne les Lego Speed Champions pour s'inspirer. Ici, on s'inspire d'anciennes maquettes réalisées par le studio. Et puis parfois, on va fouiller plus en profondeur dans le passé de la marque. Pour le concept 2023, par exemple, l'inspiration vient forcément des valeurs fondamentales de Nissan. Notamment l'omotenashi, qui représente le souci du détail, une façon d'anticiper les besoins des clients en offrant plus que ce qui est attendu. Le kabuki, qui représente plutôt l'audace de Nissan en remettant toujours en question le statu quo, et Iki, qui représente la simplicité, la spontanéité afin d'éviter la complexité. Ce sont des valeurs que l'on retrouve depuis des décennies chez Nissan, qui s'appliquent également à une autre source d'inspiration de ce concept, les voitures de la Pike Factory, cette tradition de petites voitures de ville au look néo-rétro que j'adore. Je suis pas à l'abri de vous faire une vidéo un jour à ce sujet. Évidemment, l'inspiration pour ce concept vient également du jeu vidéo et de la Formule E. Toutes ces inspirations ont permis aux designers du NDE de faire des centaines de dessins qu'on appelle des sketchs.
Lorsque les key sketchs sont choisis, c'est comme cela qu'on appelle les meilleurs dessins, on passe à une première phase de modélisation 3D. Alors c'est une autre équipe qui s'occupe de ça, hein. Équipe qui n'est jamais constituée de plus de 2 ou 3 personnes par projet pour éviter de se perdre. En général, il y a une personne qui s'occupe de l'avant, une personne qui s'occupe de l'arrière, et parfois une personne qui s'occupe de la partie du centre. Dans cette phase, on réalise un modèle 3D qui va permettre de vérifier que les proportions sont correctes. Alors, il y a une belle partie d'interprétation des sketchs, et c'est à ça qu'on reconnaît un bon modeleur 3D. Il ne s'agit pas d'aller constamment demander au designer si la forme correspond bien à ce qu'il avait en tête. Le dessin est là, tu es censé pouvoir en comprendre les formes, ou au moins l'intention du designer. Alors évidemment, on ne modélise pas à partir de rien. On travaille sur ce qu'en design, on appelle le package. C'est la partie technique sous la carrosserie qui donne les contraintes de forme, l'emplacement des roues, etc. Alors dans quelques cas de figure, on peut demander la modification du package, mais ce sont des demandes qu'il est compliqué, voire parfois impossible de satisfaire. Dans notre exemple du jour, le concept 2023, le package est super intéressant parce que les designers ont dû se baser sur la future citadine de Nissan, la voiture qui va remplacer la Micra, pour créer ce concept. Le but étant de nous présenter une sorte de teaser avant l'heure pour faire monter la hype avant la présentation du modèle de série. Donc le package aujourd'hui, c'est clairement cette voiture, sur laquelle on est venu ajouter forcément des appendices aéros pour créer une voiture plus agressive. Comme c'est un concept car, le package était assez modulable. On doit reconnaître la filiation avec la voiture remplaçante de la Micra, mais on n'est pas obligé de respecter à la lettre les contraintes dictées par un véhicule de série. Par contre, cette fameuse citadine Nissan, ça a dû être un sacré challenge pour la dessiner. Déjà, le package, c'est une base commune avec Renault, la même base que la Renault R5. On le sait parce que la R5 était présente dans le teaser, et aussi parce que si on regarde ça avec un œil un peu aguerri, bien que les proportions soient légèrement différentes, on peut distinguer quelques lignes bien spécifiques qui semblent communes aux deux voitures. Du coup, pour la modélisation 3D, on avait les trains roulants, les roues, les moteurs, les batteries, toutes les pièces structurelles qui ne peuvent pas être modifiées. Travailler avec un package existant comme ici, c'est un vrai défi. Tout est fixe. Je suspecte même que la hauteur des optiques avant a été dictée par le package. Par conséquent, l'équipe de la modélisation qui a créé la future Micra avait une base 3D existante fixe, et l'équipe qui a créé la modélisation de 2023 s'est basée sur une 3D de la future Micra. Une fois qu'on obtient une modélisation 3D satisfaisante, on réalise une petite maquette Clay au 1/8 afin de vérifier que les formes générales du véhicule sont OK. On les a préalablement vues à l'écran et on peut même les voir en réalité virtuelle, mais rien ne remplace la maquette Clay qui permet vraiment d'apprécier les formes d'un véhicule. Une fois que la maquette Clay 1/8 est satisfaisante, on en réalise une à échelle 1. Pour réaliser cette maquette, on part d'une base modulable. On peut tout changer, l'empattement, la taille des roues, la hauteur de caisse, etc. Sur cette base, on vient placer un gros bloc de Clay qu'on usine à l'aide d'une sorte de grosse fraiseuse CNC 5 axes. La Clay, c'est magique, c'est une sorte d'argile que l'on peut travailler à notre guise. En la chauffant un peu dans un four, elle devient très malléable. On peut ajouter de la matière ou en retirer avec des outils, créer des lignes de style, des formes concaves ou des formes convexes. Par-dessus la Clay, on peut aussi utiliser du tape. C'est un gros scotch noir qui sert à accentuer les lignes importantes de la maquette. Cela permet aussi de délimiter certaines parties du véhicule. Une fois qu'on est satisfait de notre maquette, on peut même venir poser un vinyle, comme une sorte de covering sur une voiture de série. De cette façon, la Clay prend l'aspect d'une carrosserie et on peut vraiment en apprécier les reflets. D'ailleurs, on n'hésite pas à sortir la maquette au soleil pour voir ce que ça donne avec une lumière naturelle. De ce côté-là du modèle, on travaille vraiment la Clay, on vient l'appliquer, on vient un petit peu la retirer avec les différents outils. Et de l'autre côté, on vient appliquer le fameux wrap. On fait vraiment une sorte de covering, regardez ici. Là, ils vont bien l'appliquer complètement avec un petit peu d'eau. On a un petit bac à eau ici pour l'humidifier et on va le mettre complètement sur la Clay. C'est super intéressant à voir. J'adore voir ce process. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas du tout normalement. C'est vraiment comme ça que ces gens travaillent au cours de l'année. Vraiment super de pouvoir voir ça. Normalement, on n'a pas du tout accès à ce genre d'endroit. Une fois que la marque est satisfaite du rendu de la maquette en taille réelle, elle est scannée une dernière fois pour pouvoir adapter au modèle 3D les formes qui ont été créées à la main. On réalise alors une modélisation classe A, qui correspond au niveau de détail le plus élevé. Les formes doivent être parfaites pour cette étape. Et à partir de cette 3D, on réalise enfin le véritable concept car qui sera présenté sur les salons ou aux journalistes.
J'ai vraiment adoré cette visite des studios de design de chez Nissan et j'ai encore plus adoré le fait qu'ils en profitent pour nous présenter le Concept Car 2023. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler de ce concept au cours de cette vidéo, mais maintenant je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous parler du design de ce concept qui est vraiment exceptionnel. Ce concept est une version très coursifiée de ce que sera la future petite citadine Nissan. En janvier 2022, Nissan nous avait teasé ce modèle avec 7 vidéos qui montrent que le véhicule sera basé sur la future Renault R5. On reconnaît bien les optiques LED surdimensionnées du concept du jour. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore si elle s'appellera Micra. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle la remplace, ça c'est sûr. Personnellement, je suis assez séduit par les proportions du véhicule. Évidemment, le modèle de série ne serait pas aussi énervé que le concept, mais ça préfigure déjà bien la chose. Dans les détails très sympas, on peut noter qu'on retrouve totalement un clin d'œil au logo Nissan dans les optiques à l'avant, avec le cerclage et les projecteurs au centre. J'adore ce genre de détails. Autre petit clin d'œil, bon là je vais peut-être le chercher un peu plus loin, mais cette couleur biton avec la partie basse en noir brillant et la partie haute dans un silver un petit peu mat, et ben ça me fait énormément penser aux Skyline des années 80. Elles étaient toujours un petit peu en bicolore comme ça, et ça me rappelle vraiment les Nissan de cette époque-là. Donc autant le design est résolument futuriste, on sent que ça va vers l'avant, mais à la fois il y a plein de petits détails, de petits indices qui rappellent également l'histoire de Nissan. Vous avez vu ces aérations sur les ailes à l'avant et à l'arrière, c'est assez intéressant. On dirait presque ce qui se passe sur une Porsche GT3 RS, mais c'est traité d'une façon complètement différente. C'est assez novateur, j'avais personnellement jamais vu ça sur une voiture. J'aime beaucoup les vues de détail de ces endroits en particulier. Si ça a été dessiné de cette façon, c'est pour accentuer encore la grosseur de ces roues. Elles sont déjà énormes, mais le fait de venir dessiner ces aérations sur le dessus, ça les rend encore plus grosses, encore plus impressionnantes, et c'est pour ça que cette voiture a l'air aussi agressive, aussi méchante. C'est vraiment super bien réalisé. D'habitude, chez d'autres constructeurs, on fait parfois des sortes de petites formes concaves à l'intérieur de la partie haute des ailes pour pouvoir créer cet effet-là. Ici, on a été beaucoup plus loin avec ces petites aérations. Je trouve que ça marche bien et il y a peut-être quelque chose à en faire sur un véhicule de série. Franchement, je trouve que ça se réfléchit. Autre prise de parti super intéressante niveau design, c'est tout l'emplacement de la batterie. On sent qu'elle a été désignée pour être en partie basse au centre de la voiture, et c'est toute cette partie noire ici qui est mise en avant comme un bloc technique tout en carbone qui vient forcément réduire physiquement la hauteur des portières, ce qui donne plus d'agressivité, mais en plus qui vient réduire complètement la hauteur de caisse. C'est super bien foutu, c'est très technique, c'est très carré. En fait, ça paraît technologique et ça marche bien. On comprend que c'est une voiture électrique, on comprend qu'il y a une grosse batterie à cet endroit-là. D'ailleurs, on va même jusqu'à écrire batterie sur cette partie-là avec un petit indicateur qui, je pense, est l'indicateur de charge. C'est vraiment pas mal. Alors, ce concept dispose d'un intérieur super intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas pu le voir en réel. Et pour cause, il n'existe que en virtuel. Alors, j'ai pu le voir en réalité virtuelle à l'aide d'un casque. C'était super intéressant, même si j'ai dû adopter une position un peu étrange sur ma chaise, car j'étais un peu trop grand pour cette toute petite voiture et j'avais la tête qui traversait le toit si j'étais assis normalement. Bon, cet intérieur est résolument tourné vers le sport, vers la compétition. Déjà, on entre à l'intérieur via des portes qui s'ouvrent en élytre jusqu'à une position pratiquement verticale. Ça sert pas à grand chose, mais c'est très cool à voir sur ce genre de concept. Ensuite, on se glisse dans des sièges baquets qui font partie intégrante de la monocoque. On s'enfonce comme dans un cocon qui vient nous envelopper. Alors forcément, toujours dans cet esprit de compétition, le véhicule est équipé d'harnais 5 points noirs qui contrastent totalement avec ses sièges blancs purs. Puis en partie haute, on trouve des appuis-têtes très carrés, très techniques, avec ce petit éclairage de chaque côté pour accentuer l'effet technologique. Je trouve que c'est super intéressant car ça crée une cassure entre la partie basse de l'habitacle, tout dans les tons clairs, et la partie haute d'un noir très profond. En fait, c'est totalement l'inverse de ce qui se trouve à l'extérieur du concept, ce qui donne un habitacle qui est particulièrement cohérent avec son extérieur, et ça j'aime bien. Pour la planche de bord, on se réduit au strict minimum. On a un volant très typé course avec les commandes principales directement en son centre. Et une petite planche avec quelques boutons à droite du volant qui semble presque être en lévitation. On a cette partie centrale avec les gros renforts en acier, toujours pour renforcer le côté véhicule de course. Et enfin, on a le fond de cette planche de bord. Très éloigné du pilote,
presque au niveau des pieds, qui est comme une sculpture ovale qui casse complètement avec le reste de cet intérieur, tellement la pièce s'est travaillée, et qui nous fait penser à un bâtiment qu'on a découvert en début de vidéo, un bâtiment ovale lui aussi, un bâtiment dont la structure est composée de poutres disposées en cercle, comme les inserts de cette planche de bord. Quand je vous dis que le bâtiment dans lequel on dessine nous inspire, bah je vous mentais pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.